Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver donc dans ce magnifique salon Bertrand de l'Hôtel de Ville de Paris. Pour Dites-le Franco, nous allons parler de la francophonie. C'est la journée internationale de la francophonie. Et c'est un moment très important car nous sommes dans un contexte particulier que vous connaissez avec les événements malheureusement tragiques de Tunisie, mais également parce que nous sommes dans une phase de réflexion sur ce que pourrait être dans les mois et les années qui viennent la francophonie, déringardiser à travers la planète cette idée que le français est une langue de seconde zone, ou en tout cas la langue qui ne serait plus celle des branchés. Pour ce, d'ailleurs, j'accueille, puisque nous allons avoir de très nombreuses questions de ceux qui nous retrouvent dans ce public ici. Je vous demande d'ailleurs d'applaudir nos invités, ça leur fera extrêmement plaisir. Anne Hidalgo, qui nous accueille et qui est maire de Paris. Bonjour. Donc Annick Girardin, que je salue et qui s'occupe notamment de la francophonie donc au sein du gouvernement. Bonjour à et tous. Donc celle qui joue un rôle international dans ce domaine, qui est Mickaël Jean, puisque vous êtes secrétaire général de la francophonie. Contente d'être là. Mickaël, est-ce que vous avez cette idée justement au plan international, puisque vous êtes la plus internationale de nous quatre, qui a un aspect à tort un peu ringard dans la francophonie? Non mais il faut arrêter de dire ça quand même. Donnez-moi une claque Parce qu'il d'entrée. n'y a qu'ici qu'on entende ça. Et quand je dis il n'y a qu'ici qu'on entende ça, souvent il n'y a qu'à Paris qu'on entend les gens dire ça, sauf Anne Hidalgo, bien sûr. Merci, Mickaël. mais vous c'est l'avez une fausse entendu, idée. cet argument. C'est une fausse idée. Au fait, ça témoigne tout à fait d'une méconnaissance de ce qu'est la francophonie. La francophonie est moderne. La francophonie est faite de 80 pays de jeunesse, car souvent 70% ou 60% de la population a moins de 25 ans. La francophonie est en pour eux, ça les mouvement concerne sur pas. des idées fortes. Vous dites ? Pour eux, ça ne les concerne pas. C'est-à-dire qu'ils n'en sont pas dans cette idée un peu française qui existe ici depuis les années 60 avec les artistes Non, qui au s'appellent contraire, ils sont demandeurs. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Joe Starr. Il y a une sorte de culpabilité par rapport quand même. Non, en fait, ce que j'entends des jeunes, par contre, et ça, il faut en tenir compte, c'est mais la francophonie, c'est aussi pour nous, n'est-ce pas ? On est là, on tient compte de ce que nous représentons, de ce que nous avons à apporter. Ça, par contre, il faut, et le sommet de Dakar l'a dit clairement, le 15e sommet de la francophonie, qui a coiffé vraiment ce sommet du thème de jeunes femmes, vecteurs et acteurs de paix et de développement. Donc, il ne faut pas faire des jeunes un alibi, il faut être là aussi pour qu'ils participent des décisions prises dans la francophonie. Pendant donc 90 minutes avec de la musique, des questions, nous allons évidemment balayer tous les sujets qui concernent à la fois le chômage, l'avenir de la jeunesse, les problèmes culturels. Car n'oublions pas que dans le domaine de la francophonie, nous avons eu des bonnes nouvelles ces derniers mois, avec notamment le prix Nobel de littérature pour Patrick Modiano, ou les ventes qui ont explosé en Europe de Michel Houellebecq, voire le succès planétaire de Lucie, le film de Luc Besson. Donc tout ça va être traité dans cette émission avec une grande partie donc de questions de ceux qui nous accompagnent. Annick Girardin, je sais que vous êtes l'auteur d'une lettre dont on parle beaucoup ces derniers temps, puisque vous avez un petit peu admonesté les chefs d'entreprise qui effectivement ont tendance à sombrer dans une sorte d'anglomanie exagérée, qui est presque un snobisme, non ? Alors, il n'y a pas que les chefs d'entreprise, il n'y a pas que le milieu des entreprises, il y a le milieu professionnel au sens large et ça touche aussi, par exemple, mon propre cabinet ministériel. Donc, au départ, quand je suis arrivée en avril, on a mis une petite boîte et avec les 2 € d'amende, ça montait. Donc, non, cette interpellation, c'est aussi, dans cette semaine, de dire à chacun qu'on est tous responsables de cette langue française, de ses atouts, de son utilité. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. À nous de leur démontrer aussi que la francophonie, c'est une vraie richesse pour eux. C'est une richesse pour leur avenir. Regardez mon métier qui a été celui de Mickaël Jean pendant des années. The Voice, Casse Investigation. Tout à fait, mais au Québec, moi, je regarde le La Before Voix. du grand journal de Canal+. Donc, on n'est pas obligé d'appeler les émissions avec des termes anglophones, vous savez. Est-ce qu'on peut les empêcher de faire ça ? Non, mais est-ce que c'est nécessaire d'aller dire au patron de Canal, au patron de France Télévisions, maintenant ça suffit l'anglomanie ? Ah, je ne dis pas ça suffit, je dis que chacun regarde son comportement, que chacun se sente responsable et comment on peut faire ensemble pour changer les choses. Vous savez, c'est pas une loi qui changera les choses, même si il est utile d'en avoir. Je crois que c'est la prise de conscience de chacun. Le milieu économique, le milieu des entreprises, je crois, commence à comprendre que la francophonie
francophonie, c'est une vraie chance économique. Michaël Jean, comme la France, répète souvent que ce grand marché francophone, il est à notre portée. Et les entreprises commencent à le comprendre. Vous savez, la Chine, le Japon disent aux entreprises françaises, venez avec nous vers l'Afrique. Non, venez avec nous vers l'Afrique parce que vous êtes des francophones. Ouais. Parce que ce milieu, nous voulons pouvoir nous y implanter, investir. Et pour ça, il faut parler français. Le français est une langue qu'il nous faut effectivement protéger. Ça ne veut pas dire une langue qui ne vit pas. Ça ne veut pas dire d'assimiler un certain nombre de mots de d'autres langues. Bien sûr que le français se développe aux côtés de d'autres langues, y compris l'anglais. C'est comment ne pas massacrer notre langue française et la langue anglaise. Est-ce que pour vendre une éolienne en mer, il faut l'appeler éolienne offshore ? Non. Est-ce qu'il faut dire à un Espagnol, à un Italien qui a envie d'apprendre la langue française, qui a compris que c'était pour lui aussi une possibilité d'aller plus loin dans ses propres projets, est-ce que tu as checké tes mails? Non, on n'est pas obligé. C'est du ridicule. Il y a quand même beaucoup de gens qui font. Et alors, il y a même un côté pervers. Non, je voudrais vous le dire qu'il y a un côté pervers. C'est important. J'ai même entendu des entreprises qui appellent leurs ouvriers... Vous parlez de perversion en regardant, etc. insistant. Si, mais non, pas en vous regardant obligatoirement. Dans ce cas-là, j'ai entendu une entreprise appeler ses ouvriers associates. Mais si les ouvriers en question n'ont pas de part dans la société, ils ne sont pas associates. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire attention. Les mots en français ont un sens. C'est devenu un peu caricatural. Avant de passer avec vous à Anne Hidalgo, parce qu'on a dit, on est dans un contexte particulier, ce qui fait faire que d'ailleurs cette émission va se dérouler dans des conditions qui sont pratiquement celles du direct, parce que vous allez partir à Tunis dans les heures qui viennent. Est-ce que je peux vous demander à toutes les deux, combien y a-t-il de gens dans le monde qui parlent français ou qui parlent... des langues qui sont proches du français. Michaël et Annick, qu'est-ce qu'on sait exactement? En fait, en ce moment, nous sommes à 280 millions de locuteurs francophones. Et ce à quoi l'on peut s'attendre, mais à condition qu'on y travaille très fort, c'est qu'on arrive en 2050 à pratiquement 700 millions de francophones. C'est un peu ce qu'il y a dans le livre d'Attali. Il pense qu'il y aura 700 millions de francophones un jour dans le monde qui sont un marché considérable. Oui, alors il a repris ce chiffre effectivement et à bon escient pour dire que voilà, c'est une projection. Mais pour l'atteindre vraiment, cela veut dire aussi s'assurer que l'éducation sera aussi accessible en français, une éducation de qualité. Il faut travailler à la formation des maîtres et le bassin. On va y revenir, parce qu'il y aura toute une partie sur la culture dans un instant. Je voudrais qu'on revienne au contexte avec vous, Anne Hidalgo. D'abord, je rappelle que c'est vous qui nous accueillez ici, donc bravo pour ce magnifique salon et à ce studio qui n'est pas improvisé, car il est magnifique grâce aux équipes de TV5 Monde. C'est vrai qu'on est dans un contexte qui n'est pas simplement celui des jolis mots de la culture, mais qui est un contexte tragique, puisqu'il y a 3 morts français, une vingtaine de morts, une agression dans un pays francophone, et que vous partez, je ne dis pas maintenant, mais dans très peu de temps. Voilà, je vais me rendre, bien sûr, auprès du maire de Tunis, pour lui dire la solidarité de Paris suite à ces attentats, tout comme d'ailleurs Tunis et beaucoup d'autres villes avaient témoigné leur solidarité après les attentats de Paris. Et puis, vous savez, les discussions que j'ai eues, par exemple, avec l'ambassadeur de Tunisie après ce drame, elles placent aussi la francophonie au cœur d'un combat contre l'obscurantisme, parce que c'est vrai que c'est aussi en pouvant penser, travailler, échanger dans une langue qui est le français qu'on peut faire reculer, parce que le français est aussi une langue de valeurs, d'histoire, d'héritage très très fort. Mais le fait de s'attaquer à un musée et à un passé dans lequel il y a à la fois un passé juif de la Tunisie, un passé francophone de la Tunisie, c'est un symbole violent. Bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'à la fois il y a ce drame qui bouleverse toute la famille francophone, parce que la Tunisie est un pays francophone. Tunis est une ville très engagée dans la francophonie. Je préside moi-même l'Association internationale des maires francophones et le maire de Tunis y est très engagé. Mais au-delà de ça, je pense que le travail, la promotion de la francophonie, c'est aussi la promotion d'une langue qui se vit avec les autres. Parce que l'espace francophone, ce sont souvent des femmes et des hommes qui ont une autre langue maternelle. Et le français est une langue qui se conjugue avec ces autres langues maternelles et qui ouvre de façon très très importante sur le monde. On va en parler parce que nous allons faire, grâce à cette émission, une petite présentation, ou plutôt
Nous allons revisiter vos carrières respectives très brièvement. Si jamais je me trompe, vous m'arrêtez. Vous êtes la première femme maire de Paris. Oui. Exact. Vous avez occupé plusieurs postes au Bureau international du travail. J'ai travaillé sur les questions d'égalité femmes-hommes, oui. Voilà, vous êtes né en Andalousie. Oui. Donc est-ce qu'il y avait déjà à l'époque un désir du français? Pour mes parents, oui, parce que mon père ouvrier qui a immigré en France avait en tête que la France était la patrie de Victor Hugo. Il y avait résidé tout petit pendant la guerre d'Espagne et donc il y avait un désir de France et de français pour lui. Pareil, Jean-Paul Sartre jouait un rôle dans cette idée de venir en France? Oui, beaucoup. Et pour moi aussi, Jean-Paul Sartre, ça a été aussi quelqu'un que je rêvais de rencontrer quand j'étais jeune étudiante à Lyon. Ça a eu lieu ou pas? Non, malheureusement, c'est vraiment une de mes frustrations. Je n'ai jamais pu le rencontrer autrement qu'à travers ses livres. En revanche, comme maire de Paris, vous soutenez le Paris Saint-Germain. Alors là, on change totalement de domaine, parce que de Jean-Paul Sartre à Zlatan Ibrahimovic, avec une sorte de, comment peut-on dire, de fossé abyssal. Vous aimez le foot? Quand il dit que la France est un pays de merde, il le dit en anglais. Il s'est excusé, voilà. Et c'était pas bien sûr, mais il s'est excusé. Voilà. Donc vous lui dites quoi? C'est pas bien, faut pas dire ça. Zlatan, voilà. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Est-ce que ça va suffire à le calmer, ce brave garçon? Oui, c'est quelqu'un de très. Ne dites pas qu'il est doux. C'est quelqu'un qui aime beaucoup Paris, qui aime beaucoup voilà, cette ville. Il le dit, il en témoigne. Et le PSG, d'ailleurs, est un club qui, j'en discute souvent avec le président du Paris Saint-Germain, qui me dit, pour que les résultats sportifs soient bons, il faut que les joueurs se sentent totalement parisiens. Et qu'ils apprennent le français. Ce que la plupart d'entre eux ont fait, sauf voilà. Zlatan. Non, il le parle un peu quand même. Non, enfin, à vous, il le parle. Oui. Je voudrais qu'on découvre un certain nombre d'images vous concernant. Après, évidemment, nous allons passer à Michaël Jean et Annick Girardin. Ce sont des images qui viennent de Vanity Fair, le célèbre magazine, où Anne Hidalgo donc, a été évidemment mise à l'honneur. Vous avez succédé à quelqu'un qui a été prix Nobel de littérature, qui est Mario Vargas Llosa. Et nous avons retrouvé des images de cette Anne donc, auquel le Vanity Fair espagnol a rendu hommage. Ces images, les voici. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, recibió anoche el premio Vanity Fair Personaje del Año en el Hotel Santo Mauro de Madrid. Estoy muy contenta y con muchísima emoción también porque, bueno, estoy aquí porque soy hoy alcaldesa de París, pero nacida en San Fernando, hija de inmigrantes. Y bueno, siento el peso de toda esa historia, pero es un peso que llevo con placer. Voilà, ça fait plaisir de vous voir donc parler espagnol aussi. Michaël Jean, vous êtes secrétaire général de la francophonie. Oui, vous êtes la première non-africaine à occuper ce poste, c'est vrai? La première femme, certainement. Oui. De descendance africaine, parce que c'est important quand même. C'est une histoire réelle. L'histoire d'Haïti, d'où je viens, est aussi une histoire africaine, comme elle est européenne également. C'est ça. Vous êtes né à Port-au-Prince. Je suis né à Port-au-Prince. En Haïti. Votre famille a fui Haïti au moment de l'accession de la famille Duvalier, des dictateurs donc, au pouvoir. Vous êtes installé, comme beaucoup de gens qui vivaient en Haïti, au Québec et au Canada. En fait, nous avons dû fuir ce régime qui était extrêmement brutal, extrêmement répressif. Et au Canada, nous avons trouvé en terre québécoise une terre hospitalière, francophone, ce qui nous a beaucoup aidés. Et à un moment où le Québec cherchait à attirer aussi des professeurs laïcs francophones. C'était le moment de la Révolution tranquille. Et je suis devenue citoyenne à part entière du Canada, québécoise à part entière. Avec plaisir et avec beaucoup d'autres compatriotes comme Dany Laferrière, qui est à la fois haïtien, qui vit au Canada et au Québec, en même temps qui est académicien français, parce que tout à l'heure je parlais... On retrouve des Haïtiens partout. C'est incroyable. Vous avez été journaliste comme moi pendant longtemps. À Radio-Canada, à la télévision publique. Je crois que j'avais fait le tour. J'ai beaucoup aimé. Je crois que le journalisme est une magnifique école. Je ne rêvais pas d'une carrière en télévision, mais quand l'offre est venue, je me suis dit, tiens, militante dans l'âme, il y a du travail à faire là. Je suis sûre que quelqu'un comme moi, de par ce visage différent qui arrivait au petit écran de la télévision de langue française au Canada, pourra inspirer beaucoup de gens. Et c'est ce qui, au fait, c'est ça, c'est d'abord ça qui m'a convaincue. Vous auriez pu devenir une sorte d'Oprah Winfrey francophone.
J'étais une journaliste citoyenne militante, Ouais. c'est-à-dire que j'ai vu C'est là une bien de le dire avec responsabilité le sociale. sourire. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'écoutez, quand vous êtes femme, vous êtes noire, vous arrivez par le prisme de la télé dans tous les foyers, partout, vous créez aussi du rêve. Il y a plein de jeunes qui se mettent à rêver, qui se disent tiens, elle me ressemble, ça pourrait être moi. Et c'était ça l'idée, c'était ça que j'ai voulu. Et alors surtout, vous avez fait quelque chose que peu d'entre nous ont fait en 2005. D'abord, en 2004, vous avez eu votre propre émission, Radio-Canada, qui portait votre joli prénom. Et en 2005, vous devenez, alors là, évidemment, il va falloir que vous nous expliquiez ça, gouverneur général du Canada, représentante de la reine d'Angleterre, exact, Le Canada est une... et chef des armées. Oui, voilà. Alors, je Et le deviens micro gouverneur général et commandante en chef du Canada. Le Canada est une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Nous avons gardé un lien avec la couronne britannique. Cela dit, le gouverneur général a toutes les responsabilités de chef de l'État qui lui sont conférées. Et J'ai lu ce matin, d'ailleurs, dans le Parisien en France, Oui. que vous avez discuté de ça avec Obama, je crois, en 2009, parce que vous lui avez demandé... Enfin, quand vous êtes devenu gouverneur général, je crois que vous l'avez rencontré. Oui, alors, c'est ça, ce qui était formidable, c'est qu'à l'élection de Barack Obama, la tradition veut qu'un président américain élu, que sa première visite, sa première sortie officielle à l'étranger soit au Canada. Et ce qui était formidable, c'est qu'il arrive dans ce que nous célébrons tous les mois de février durant le mois de l'histoire des Noirs. C'est une pratique en Amérique du Nord. Et on se regarde et on se dit, mais qui l'eût cru que le commandant en chef des États-Unis et la commandante en chef du Canada se retrouvent ici et soient tous les deux de descendance africaine. Et il a dit, let us rejoice. On va se réjouir de ça, c'est formidable. Est-ce que vous sentez que cette appétence que nous parlons de francophonie aujourd'hui pour le français, elle existe chez lui? Ou au fond, soyons francs, pour tous ceux qui sont ici, Oh non, il est déjà tourné vers la Chine et il se fout totalement de Non, nous. non, en fait, Enfin, pas d'eux, ce d'une que manière j'ai vulgaire. beaucoup aimé chez cet homme infiniment sympathique, et je ne savais pas, au fait, avant de le rencontrer, si c'était uniquement un bon communicateur. Mais ce qui était formidable, c'est son écoute de l'autre. Il était ravi de temps en temps de glisser un mot français dans la conversation. Bonjour, au revoir, formidable. Non, c'était bien. Et nous avons parlé de beaucoup de choses, entre autres de la jeunesse. Parce qu'au fait, Barack Obama, qui portait tout l'espoir que l'on puisse imaginer avec ce Yes Weekend, il a surtout été élu par la jeunesse. C'est la jeunesse qui a fait la différence et qui a élu le premier président afro-américain. Alors, permettez, Michael, que je remonte, comme nous avons vu tout à l'heure des images de Vanity Fair, quelques images de vous avant les fonctions très officielles et émérites que vous avez aujourd'hui en présentatrice de JT et gouverneur. Regardez, regardez. Le téléjournal avec Michaël Jean. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Montréal, une île, une ville et maintenant une toute nouvelle administration. Mesdames et Messieurs, Son Excellence, la très honorable Michaël Jean, gouverneur général du Canada. Le soleil est avec nous. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, dear friends. Voilà ces images magnifiques. Donc vous pouvez applaudir à Michaël Jean, ça lui fera plaisir. Et nous aussi, l'émission s'appelle Dites-le Franco. Les questions vont arriver, des artistes sont avec nous, ils viennent des quatre coins du monde. On en parlera tout à l'heure pour parler de la francophonie aujourd'hui dans le contexte que vous connaissez, qui est un contexte à la fois de combat contre une américanisation du monde trop facile, peut-être, bien que nous adorions l'Amérique, et en même temps un combat qui est un peu douloureux avec ce qui se passe aujourd'hui à tennis. Annick Girardin, alors vous êtes née à Saint-Malo. Oui, tout à fait. Je suis née à Saint-Malo. Et vous avez été pendant longtemps représentante de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis Saint-Pierraise et Miquelonnaise. Mes parents sont Saint-Pierre et Miquelonnais. Ils sont venus à Saint-Malo. Et donc, je suis née à Saint-Malo. C'est pas par hasard. C'est à un moment donné dans le parcours d'une vie. Mais je suis rentrée à Saint-Pierre et Miquelon. J'ai fait toute ma scolarité à Saint-Pierre et Miquelon. Donc, je suis Saint-Pierraise et Miquelonnaise. Et quand on est là-bas, c'est-à-dire à combien de kilomètres d'ici, de ce fameux salon Gérard où nous sommes là? On est à 5000 km. 5000 km. Est-ce qu'on se sent français? Bien sûr qu'on se sent français, on se sent aussi responsable dans cette région, dans ce monde maritime, dans ce milieu anglophone, de porter justement haut et fort cette langue française. Et vous savez, moi, j'estime qu'aux côtés des Québécois, des Acadiens qui se sont énormément battus pour faire reconnaître le français, ils sont très proches de moi, donc très loin de la France, on se sent une mission de défendre cette langue française. Et je pense que
globalement, ici, dans l'Hexagone, malheureusement, on n'a jamais eu besoin de lutter pour préserver le français. On estime que c'est acquis. Et je crois que là, on a besoin davantage de se dire que, en dehors de nos frontières, ce français, il peut prendre toute sa dimension, porter les valeurs que sont les valeurs de cette langue française, et notamment la démocratie et la fraternité, la liberté. Je crois que c'est aujourd'hui important. Et puis, vous savez, c'est là aussi où les jeunes apprennent très très vite, notamment à travers ce combat de la langue, à se forger des caractères de bâton. Nous avons retrouvé les images de vous, puisqu'il faut évidemment que tout le monde vous découvre et vous connaisse. Mais je peux peut-être juste vous dire une petite anecdote. Quand le président de la République, François Hollande, m'a proposé ce secrétariat d'État, au départ, il s'agissait effectivement du développement. Et puis on a beaucoup échangé. Et je lui ai dit, non, je lui ai dit, vous savez, je ne suis pas totalement anglophone et je vois bien le nombre de rendez-vous internationaux. Et il m'a dit, tant mieux, vous avez aussi la francophonie, ça vous permettra de la défendre telle que j'espère que vous la défendrez. Nous avons retrouvé des images de vous. Donc, vous êtes animatrice à l'Office du tourisme. Ce sont des images qui sont assez anciennes. C'est vieux. C'est tout à fait vieux, mais c'est justement ce qui fait le charme de ces images. Je ne vais pas dire c'est leur côté vintage. Autrement, vous auriez tous les droits de me coller une énorme baffe. Ces images, les voici. La journée du 31 mai restera gravée dans l'esprit des gens et même dans le cœur. Fille de marin, Annick Girardin débute sa vie active avec un baccalauréat littéraire en poche. Elle est embauchée comme animatrice auprès de l'Office du tourisme de Saint-Pierre. La jeune femme a trouvé sa voie, elle passe un diplôme d'État et fait de l'animation jeunesse son métier. Voilà le plaisir de revoir des images. Merci d'applaudir aussi donc Annick Girardin, notre invitée. Vous pouvez redoubler donc d'applaudissements, car voici donc le programme, les présentations ayant été faites, beaucoup de musique. On va aborder les 3 thèmes qui sont importants, qui sont ceux effectivement de l'actualité, de la jeunesse, des problèmes économiques et évidemment les problèmes culturels avec nos 3 invités qui sont maintenant vos 3 amis. Nous parlerons aussi du climat, car juste dehors, sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville, un magnifique baobab a été érigé dans la matinée. Mais pour l'instant, c'est le moment d'accueillir un grand chanteur francophone qui nous vient de chez nos amis belges. Il s'agit d'Arnaud. Triomphe pour lui. Arnaud. Je veux vivre dans un monde où tout le monde est heureux. Je veux vivre dans un monde où Dieu il est amoureux. Je veux vivre dans un monde sans chichi et où les cons font pas du bruit. Je veux voler très haut libre comme un poisson dans l'eau et dans ma bouche pas des mots. Je veux vivre dans un monde sans cholestérol avec un overdose.
chercher, chercher la beauté, chercher la vérité. Arnaud. Comment ça va? Oh, ça va. Ça va. Oui, Ça va, ça va. On est très content d'être là. Vous aurez vu ce décor magnifique à la mairie de Paris. Il paraît que vous partez en tournée au Japon. D'abord, c'est un nouvel album qui va sortir. Oui, dans quelques mois. Oui. Que vous avez déjà enregistré non, ou les maquettes seulement? Oui, je suis en train d'enregistrer maintenant. J'aime quand vous dites dans une monde, parce qu'il y a une voyelle, alors que nous, on est dans un monde. C'est plus poétique. Bah, poétique, c'est plus féminin. Ah oui? Donc, et moi, je suis lesbienne. Oui, ça tombe bien. Enfin, j'allais dire moi aussi. C'est une émission qui est en train de déraper gravement, mais dans le bon sens du terme. Vous allez partir en tournée au Japon, c'est vrai? Est-ce que c'est facile de parler justement des communautés éloignées en français ou est-ce qu'il y aurait la tentation pour un chanteur justement de se mettre à speaker English? Écoute, moi, j'ai pas de frontières, moi. Donc, et j'habite dans une ville, Bruxelles, et on parle 4 langues là-bas. Français, flamand, anglais et arabe. Donc, je suis né, donc c'est ma vie, les langues. Donc, et je dis toujours, tout le monde a 2 trous dans son nez. C'est vrai. C'est incontestable. Merci d'être venu nous voir, Arnaud. Ça nous fait extrêmement... je voulais simplement... En général, dans les émissions, on parle avec évidemment les solistes, les interprètes, et on ne dit jamais un mot des gens qui les accompagnent, ce qui, à mon avis, est très mal élevé. Donc, on va dire un mot de votre accompagnateur et de le présenter surtout, parce que je pense que ça lui fera plaisir. Et vous pouvez l'applaudir lui aussi. Il s'appelle Serge Fess. Voilà, merci mille fois. Bon retour, donc. Alors, la suite de l'émission est extrêmement simple. Nous allons entamer donc cette partie où les questions vont venir de la salle, de ceux qui ont participé à beaucoup des travaux, justement, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous allons parler d'écologie, je l'ai dit tout à l'heure, de la jeunesse et évidemment du monde du travail. Le temps que je retrouve ma petite place en marchant, sans courir, car autrement, il y a un risque. Et nous allons prendre la première question. Et je vais m'adresser donc au premier. Je mets mes lunettes. C'est Clément Rat. Où est-il, Clément? Ah, Clément, c'était donc vous. Il y avait une jeune fille qui vous caressait la nuque tout à l'heure au début de cette émission. Question. D'abord, Clément, vous avez quel âge? J'ai 20 ans et je suis membre du Conseil parisien de la jeunesse. Ouais. Levez-vous, ça nous fait plaisir. Voilà. Question, c'est à vous, Clément. Donc le levier économique est un enjeu souvent oublié de la francophonie. Et j'aurais voulu savoir dans quelle mesure donc, la prise en compte de cet enjeu économique fait partie donc, des mesures qui vont être prises. Et puis aussi la ville de Paris, qui est la capitale économique et aussi la capitale symbolique du français, dans quelle mesure elle peut prendre part à ce mouvement. Voilà, merci pour votre question. Alors, je vais vous demander toutes les trois de jouer vraiment le jeu parce qu'il faut qu'on soit vraiment bien dans le timing. Et comme cette question est très importante, qui est celle de l'envie des jeunes de rester dans l'espace francophone, il faut lui répondre aussi franchement qu'il s'est levé. Anne Hidalgo, Annick et Michael. D'abord, c'est un sujet très important et à la tête de l'Association internationale des maires francophones, j'ai souhaité que la coopération, les projets sur lesquels on s'engage avec l'ensemble des maires francophones ne soient pas simplement sur le champ culturel, on va continuer bien sûr, mais aussi sur le champ économique. Je crois qu'il y a aujourd'hui, et Paris est une capitale du numérique, de l'économie numérique, nous avons des incubateurs, énormément d'entreprises et j'ai proposé que le développement de ces incubateurs qui permet le développement d'une économie numérique puisse être un des objets de coopération. Je pense notamment au maire de Dakar qui lui-même souhaite pouvoir développer cela. J'en avais parlé avec le maire de Tunis bien avant ces événements dramatiques et donc et l'Assemblée générale des maires francophones qui se tiendra en octobre prochain à Tunis
2010 doit notamment porter sur ce thème de la coopération économique de nos villes. J'y crois beaucoup. Vous savez ce qu'on entend beaucoup, je pense que Clément l'a entendu à plusieurs reprises, on lit les journaux, on ouvre. Allez à Londres les jeunes, c'est tellement plus marrant, allez à New York, en fait, allez... si vous voulez, Londres, c'est un cliché parce que Londres est derrière Paris en termes de création d'entreprises du numérique. Alors c'est vrai qu'ils ont une communication très agressive et du coup très efficace. Et lorsque j'ai vu mon homologue, le maire de Londres, je lui ai dit écoute, ne t'inquiète pas, maintenant je vais faire, mais alors pire que toi, dans l'affirmation de ce que nous sommes, mais une affirmation basée sur des réalités. Vraiment, je le dis. Paris est un écosystème sur le numérique très très performant et je souhaite, dans le cadre de la coopération avec les autres villes francophones, en faire un sujet fort de notre coopération Annick concrète. Girardin et Michaël Jean sur cette question de l'attractivité, je vais y arriver, du monde francophone. Pardonnez-moi de vous demander d'être bref, parce qu'on a beaucoup de questions donc, dans la salle. Annick. Alors rapidement, c'est une des missions que nous avons aujourd'hui. L'attractivité de la francophonie, c'est ce qu'on n'a pas su peut-être suffisamment démontrer. C'est ce qui a été décidé à Dakar lors du dernier sommet de l'OIF, où l'ensemble des pays francophones ont souhaité, et Michaël Jean complétera, qu'on s'implique davantage sur la mise en réseau de nos entreprises, de ces entreprises francophones, de faire que ce grand marché devienne une réalité. Alors bien sûr pour les entreprises, mais surtout en termes d'emploi ensuite, pour vous les jeunes. La France a cette politique à travers effectivement sa politique de développement, notamment tournée vers l'Afrique. Comment mieux accompagner nos entreprises vers l'Afrique avec notamment un outil comme Expertise France que nous avons mis en place. Alors, Michaël, attendez un mot, pardonnez-moi, Michaël. C'est quoi Expertise? Parce que Expertise France. Alors, Expertise France, c'est un regroupement. C'est un regroupement de plusieurs structure d'expertise que nous avions qui aujourd'hui peut monter un certain nombre de projets, donner des expertises donc sur un certain nombre de dossiers et accompagner nos entreprises, avec mieux un site positionner internet nos lisible, entreprises, etc. avec un site internet qui va s'ouvrir, avec une dynamique qui commence puisque c'est récent cette fusion de l'ensemble de nos structures pour être encore plus dynamique dans l'accompagnement de nos entreprises. Michaël Jean, réponse à cette question sur l'attractivité et après on passe au sommet de la francophonie à Dakar. Le thème porteur vraiment était celui de la stratégie économique, créer un espace économique francophone. Et ça c'est formidable parce que nous savons à quel point, nous qui sommes sur les 5 continents, nous sommes sur tous ces portails économiques importants. Et là, je dirais que la jeunesse a un rôle très important à jouer. Nous avons par exemple lancé à Niamey tout un forum international sur les emplois verts. Et déjà, en 2 éditions de ce forum, nous avons des projets pilotes où nous retrouvons des projets très innovateurs qui viennent de la jeunesse dans le domaine de l'économie verte. Et c'est tout à fait à propos d'en parler puisque nous allons vers ce sommet sur le climat ici à Paris. En décembre 2015. Et d'autre part, il y a beaucoup d'inventivité, de créativité dans la francophonie, dans cet espace formidable. On retrouve dans la francophonie à la fois des pays industrialisés, très développés, des pays en émergence qui sont sur le tarmac et qui sont sur le point vraiment de décoller, des pays en développement, des pays moins avancés, mais dans tous les cas de figure, il y a là des ressources extraordinaires au niveau des ressources humaines, des ressources naturelles. Rien que ce que je porte aujourd'hui, cette veste de cuir vient de designer franco-ontarien Antoine Taillefer. Cette robe vient d'une designer cambodgienne magnifique qui s'appelle Romida et qui est jeune. Ce collier vient par exemple des femmes de Gorée. Donc vous voyez, mettez tout ça ensemble dans ce secteur de la mode. Nous sommes dans une capitale de la mode. Il y a beaucoup de talents dans la francophonie. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc je crois qu'il est très très important de mettre l'emphase sur toutes les possibilités d'amener les jeunes aussi à déboucher sur le marché du travail et dans des filières nouvelles et porteuses. Sur ces 3 questions donc, concernant la jeunesse qui vont venir, chaque fois, l'une d'entre elles, simplement, l'une d'entre vous, bien évidemment, en restant élégant, y répond. On commence par Elie Freddy. Madinga, qui est gabonais, qui a 32 ans. Où êtes-vous? Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir. Votre question. Bonjour, je suis Elie Freddy Madinga, président du bureau des étudiants de l'Université Senghor, qui est en même temps opérateur direct de la francophonie. Alors, ma question porte sur le chômage des jeunes. Comme vous le savez très bien, les jeunes ont des problèmes. L'un des problèmes majeurs, c'est le chômage.
Nous voudrions savoir si cette question est une préoccupation de la francophonie et qu'est-ce qu'entend faire la francophonie pour favoriser l'insertion des jeunes. Alors, qui répond? Michael, ne vous battez pas. Premièrement, c'est une question urgente. Je crois que plus l'on créera aussi pour des jeunes des raisons d'espérer, des possibilités justement professionnelles d'arriver sur le marché du travail en étant vraiment chargés de compétences, d'expertise qui leur permettront de bien gagner leur vie et de participer aussi à la croissance économique de leur pays, plus nous ferons une chose aussi importante dans ce combat que nous menons contre le terrorisme, qui s'appuie sur quoi? L'embrigadement des jeunes se fait justement sur la base de leur désenchantement, de leur sentiment d'impasse, leur sentiment vraiment d'avenir bouché. Or, il est de notre responsabilité, de la responsabilité des entreprises aussi, de participer à la formation professionnelle des jeunes, à leur accès à une éducation de qualité, aux compétences. Écoutez, dans tous nos pays en ce moment, ça nous explose au visage. Ce que nous réalisons, c'est le coût social, le coût très très élevé du désenchantement, de l'exclusion, de la marginalisation. Alors, il est important de pouvoir compter sur ces forces vives que représentent les jeunes, et déjà avec, ne serait-ce que par le volontariat international. Ce que nous permettons aussi à des jeunes de vivre, ce sont des expériences à travers le monde qui leur permettent de pénétrer certains réseaux, de vivre des expériences de travail importantes, des expériences fortes dans leur vie, d'arriver aussi face à des entreprises, de négocier leur entrée dans ces secteurs importants du marché du travail. Donc oui, le chômage, ne lésinons pas sur ce problème, il est dramatique et le monde commence à voir ce qu'il lui coûte de laisser en plan des jeunes qui ont tant à offrir. Je voudrais qu'on écoute Maxime Verrier qui a 20 ans et qui est étudiant en licence 3 allemand et études européennes. Maxime, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Donc ma question... C'est Anne qui va répondre, c'est moi qui ai choisi. Voilà, je suis totalement arbitraire. Donc ma question concerne les études et les échanges étudiants dans le monde. Donc j'ai pris l'exemple il existe au niveau européen le programme Erasmus pour favoriser les échanges entre les étudiants d'Europe et les rencontres, etc. Et je voulais savoir s'il était envisagé de faire un même type de programme à l'échelle de la francophonie pour favoriser aussi les rencontres entre étudiants francophones du monde entier cette fois-ci. Alors, je pense Vous avez vu tous Cédric Clapiche. Oui, bien sûr. Annick Girardin en parlera peut-être sur les aspects nationaux, mais j'ai proposé toujours dans le cadre des grandes villes de la francophonie que l'on puisse avoir des échanges qui permettent à des jeunes étudiants dans l'espace francophone de pouvoir, en s'inspirant du dispositif Erasmus, pouvoir voyager, faire ce type de stage. J'ai proposé, par exemple, à mes collègues de la francophonie, la possibilité que chaque maire assure le gîte et le couvert pour les étudiants et qu'il y ait cette réciprocité et que l'on puisse... Alors, les maires francophones sont très très intéressés par cela. On avait des sujets liés au visa, mais qui sont avec le gouvernement actuel très largement résolus parce qu'il y a une volonté d'accompagner ces échanges de jeunes. Moi, j'y crois beaucoup. Voilà, je pense que les jeunes, que ce soit via le volontariat, j'ai mon fils aîné qui a passé 7 mois de sa vie au Bénin en volontaire à l'époque. Il en est revenu transformé, comme tous ceux qui ont ce type d'expérience. Donc ça peut être dans le champ du volontariat pour des actions humanitaires, ou ça peut être aussi dans le champ des études. Donc une des pistes, ça peut être cette proposition des villes. J'ai pris mes fonctions de présidente il y a quelques mois, enfin lorsque je suis devenue maire de Paris. Donc nous sommes en train de construire ces outils-là. Vous allez découvrir un tout jeune homme. Il s'appelle Christian Ter-Stépanian et il est le président du GAF, le groupe des ambassadeurs francophones de France. Christian, bonjour. Vous pouvez vous lever. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes donc ambassadeur d'Arménie en France, c'est ça? Ambassadeur d'Arménie auprès de la francophonie. Auprès de la francophonie. Voilà. Votre question. Il y a maintenant un an, le groupe des ambassadeurs... pardonnez-moi, votre micro, voilà. Oui, oui. Le groupe des ambassadeurs francophones était créé avec pour objectif principal de promouvoir la francophonie, ses valeurs, ses objectifs sur le territoire français. Dans sa démarche, le groupe des ambassadeurs francophones était animé par la volonté d'aller à la rencontre des représentants, des acteurs de la francophonie française, des représentants de la jeunesse, de la société civile, des milieux d'affaires,
dans le but de nouer un dialogue autour des thématiques prioritaires de la francophonie. Nous sommes également attachés à sensibiliser, à présenter au public français cette diversité de la francophonie à travers l'organisation de manifestations culturelles où peuvent s'exprimer cette richesse des cultures francophones. Dans cette action de plaidoyer en faveur de la francophonie, il nous paraît aujourd'hui indispensable de privilégier le développement d'une francophonie de proximité, si nous souhaitons qu'elle soit mieux comprise et plus largement soutenue. Je voudrais que... Qu'est-ce que vous appelez une francophonie de proximité? Et pardonnez-moi de vous demander d'accéder à la question. Je souhaite effectivement que vos invités réagissent par rapport à cette réflexion, c'est-à-dire d'aller au plus près, dans la mesure où le champ d'action du groupe des ambassadeurs et la France, d'aller au plus près de ces acteurs pour nouer effectivement ces dialogues, pour expliquer, car malheureusement, nous faisons aussi le constat d'une certaine méconnaissance. Et d'une certaine indifférence, si je vous écoute aussi. D'une certaine indifférence. Voilà, merci mille fois. Annick Girardin va répondre, pardonnez-moi Mickaël Jean, après Anne Hidalgo, parce qu'Anne Hidalgo va nous quitter pour justement se rendre dans les heures qui viennent à Tunis. Annick, vous répondez directement et on va parler de toutes ces questions avec vous, Mickaël Jean. Nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois et nous avons évoqué ces questions. Et tout à l'heure, d'ailleurs, pendant le déjeuner, nous parlions de cette francophonie portée au niveau local, au plus proche des citoyens. Comment cette francophonie, on peut la faire vivre à travers les collectivités territoriales, à travers des actions de partenariat entre collectivités territoriales francophones. Et je crois que là, c'est intéressant. C'est intéressant aussi d'en parler dans les milieux scolaires, davantage que les petites entreprises, parce qu'on pense souvent aux grosses entreprises et comment effectivement on peut travailler avec ces grosses entreprises, mais comment les PME, comment on peut, à travers effectivement ces PME qui ont beaucoup d'initiatives, les mettre en contact et en réseau avec d'autres PME francophones. C'est tout ce réseau qu'il faut tisser, et c'est ce que font effectivement ces ambassadeurs qui sont impliqués. Alors, on parlait d'indifférence tout à l'heure, on parle d'un certain nombre de choses. Non, mais tout à fait. Je crois que c'est aussi la communication. C'est la communication, c'est d'inclure cette francophonie. Moi, de francophonie, j'en entends parler depuis ma petite enfance. Comment en parler dès la petite enfance? Comment dire quelle est l'histoire de la francophonie? Quels sont ces pays qui font aujourd'hui partie de l'OIF, qui sont membres à part entière ou observateurs? Faire connaître ce monde de la francophonie. On parlait tout à l'heure des jeunes. C'est un très bon vecteur, notamment à travers le volontariat international. Pourquoi je veux en parler? Parce qu'il y a une vraie réforme de ce volontariat international. Moi, et on en termine sur cette question. Oui. Moi, quand je suis arrivée, j'ai fait un état des lieux. Je souhaite aujourd'hui qu'on aille en nombre beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire, qu'on l'ouvre davantage à des jeunes moins qualifiés, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 3% de jeunes qui partent, qui ont bac ou moins. Il faut davantage le faire. Réciprocité. Comment, effectivement, on favorise le fait que des jeunes du Nord partent au Sud, mais comment on favorise que des jeunes du Sud viennent au Nord, ou qu'il y ait des échanges entre Sud-Sud, d'ailleurs. L'innovation, elle est partout. Et puis, j'ai envie juste de parler d'un autre projet, mais très brièvement. Vous savez, François Hollande a lancé La France s'engage. C'est comment repérer des initiatives qui peuvent, avec une autre échelle, avec un soutien, répondre à un certain nombre de besoins. Eh bien, La France s'engage au Sud, c'est quelque chose que l'on met en place. C'est comment repérer les initiatives au Sud et comment faire qu'on puisse à la fois mettre un réseau francophone à leur côté et un réseau international également pour donner une autre échelle. Et je crois que c'est ça. C'est-à-dire que nous devons aller au plus proche du terrain pour informer, au plus proche du terrain pour éduquer, au plus proche du terrain pour trouver les initiatives et leur permettre d'évoluer et de répondre aux besoins qui sont une autre échelle que ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons découvrir, juste après le dernier mot d'Anne Hidalgo, je le disais, qui va nous quitter, une artiste qui vient justement du monde du Canada et du Québec, absolument formidable. Je l'ai vue tout à l'heure en répétition, je ne la connaissais pas, donc vous allez les découvrir, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous qui vont voir cette émission en France, car cette émission, elle est vue grâce à TV5 Monde dans le monde entier. Un mot justement sur cette question, Anne Hidalgo, pour terminer. Après, on le plus près du terrain, ce sont les villes. Et les villes francophones sont le bras armé de l'action de la francophonie. C'est là qu'on fait des projets concrets. Je suis allée à Kinshasa, où nous avons financé les maires francophones, un centre de santé en RDC.
Nous avons des centres liés à la santé, liés aux questions d'éducation, maintenant sur l'économie. Donc le bras armé, l'action concrète au plus proche du terrain, elle se situe à l'échelle des villes. Et juste, je conclus, c'est vrai que certains peuvent dire il y a une ringardise à la francophonie, mais moi je vois plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Ce que disait Michaël Jean avec l'essor du continent africain, qui fait qu'aujourd'hui, et Annick le disait aussi, aujourd'hui en Chine, on envoie beaucoup de jeunes apprendre le français en France parce que le marché qui va se développer avec l'essor de l'Afrique va être un marché dans lequel la francophonie a toute sa part et toute sa place. Donc, et par exemple, je serai à la fin du mois à Lafayette, aux États-Unis, où les villes américaines et canadiennes ont décidé de créer un réseau des villes francophones du continent nord-américain et s'engagent aussi sur ce développement. Donc je crois que nous sommes vraiment à l'orée d'une époque extrêmement intéressante pour la francophonie, d'abord parce que cette langue véhicule des valeurs extraordinaires et parce que cette langue est aussi un espace qu'on commence à appréhender les uns et les autres comme aussi un espace de marché, d'échange culturel et d'échange économique. Donc je suis très enthousiaste et très optimiste sur la francophonie et son devenir. Merci Anne Hidalgo, maire de Paris, donc vous le savez, nous sommes chez elle ici, enfin dans la maison des Parisiens, ici à Paris. Vous pouvez applaudir donc nos trois invités et applaudir surtout, puisque nous allons rester avec Annick Girardin et Michaël Jean. Quand je dis rester, c'est dans le bon sens du terme, bien évidemment, pour parler d'autres sujets qui nous concernent évidemment beaucoup, et notamment celui de la culture. Je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles pour la culture francophone. Bodiano, Michel Houellebecq, Lucie. Tout à l'heure, on parlait donc de Dany Laferrière, que vous connaissez bien, donc, qui a été donc, élu à l'Académie française. Ça, ce sont évidemment ceux dont on parle beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres nouvelles. On en parlera donc avec Michaël dans un instant. Je voudrais que vous découvriez, puisqu'elle sera au Trianon le 15 avril prochain, celle qui nous vient justement du Québec, Claude Pelgag, qui va vous chanter une admirable chanson que j'ai eu le privilège d'entendre pendant les répétitions et qui s'appelle tout simplement, elle est au piano, Les Corbeaux. Au clair de la brume, j'ai pris ta photo. Comme la nuit brûle ton ombre dans l'eau, offre-moi l'écume de ces jours au port où les bateaux fument tes cendres au départ. J'ai pris la pilule sel qui fait dormir, changé ma cellule en un point de mire, d'où je vois les monstres lentement mourir. Revenir au monde, les entends-tu dire? La lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, elle est remplie de corbeaux. Et l'archipel, et l'archipel, et l'archipel est découpé par mes ciseaux. Le jour est noir comme la nuit, je m'oublie, mon cœur est pris pour que toutes les abeilles sentent mon sang qui gèle, change ma mort en miel. Moi j'ai cherché le confort des années-lumière, j'ai regardé la vie des autres mais à l'envers, et j'ai trouvé la pluie dans le désert, me réveillait dans le ventre de la mer. La lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, elle est remplie de corbeaux. Et l'archipel, et l'archipel, et l'archipel est découpé par mes ciseaux. Je vois la peine, je vois la peine.
je vaux la peine, je vaux la peine, je vaux la peine dans les pores de ta peau. Bravo. Mais je suis tellement impressionné. On a le sentiment que vous faites ça avec une facilité extraordinaire. Le piano, la voix, les harmonies, changer de registre. Parfois c'est mélodieux, de temps en temps c'est un peu rugueux. Tout ça, ça vient d'où? C'est la famille? C'est vous petite? C'est ça qui est beau avec la musique parce qu'on sait, c'est très mystérieux. On ne sait pas d'où ça vient, tu sais. Mais on essaie de bien l'utiliser. Et je pense que c'est un... Je sais pas. Ça vient du corps. La voix, ça vient du corps. Et le piano, ça vient des tripes aussi. Mais vous êtes autodidacte ou vous avez été au conservatoire? J'ai pas fait le conservatoire, non, je suis plutôt autodidacte, mais comme plusieurs petites filles. J'ai suivi des cours de piano un peu avec une professeure qui me laissait d'ailleurs amener mon chat à mes répétitions. Donc ça, c'était vraiment un point fort de cette professeure-là qui m'a appris à aimer la musique le chat, de cette façon. C'est doux, c'est moelleux, c'est... Ça, il y a un côté... Ouais, le chat? Je sais pas, le chat. On est vraiment en train de parler des chats, là. Oui, absolument. Vous parlez des corbeaux, j'ai le droit de parler des chats. Ah, on peut parler des animaux. Voilà. OK. Vous êtes au Trianon? Oui, le 15 avril, avec tous mes musiciens. On va être 6 musiciens sur scène, donc ça va être tout autre chose aussi. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, justement, au Québec, une scène, alors il y a plein de gens dont on entend parler, Pierre Lapointe et les autres, mais une scène qui va nous arriver massivement, avec le plus grand plaisir, ici, en France, là où a lieu évidemment cette émission, à Paris, mais elle est diffusée dans le monde entier, donc on va vous découvrir, peut-être puisqu'on parlait de Kinshasa tout à l'heure, à Kinshasa, à Brazzaville ou ailleurs. Est-ce que vous appartenez à une génération de jeunes musiciens qu'on va découvrir? Ben, je pense que oui, parce que en tout cas au Québec, c'est très foisonnant de talent aussi ces années-ci. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui ont ouvert les portes aussi pour qu'on puisse venir vous rendre visite le plus souvent possible. Puis c'est super agréable parce que nous, à la fois, ça nous permet de découvrir les Français, les Belges, les Suisses, mais ça vous permet aussi de nous découvrir et d'apprendre autre chose que le fait qu'il fait froid chez nous, qu'on a des animaux. Mais ça, je voulais épargner, vous avez remarqué. Hein. Oui, je voulais épargner. Je remarque l'attention et je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Merci mille fois. Merci. Donc, on redonne la date avec les musiciens. Oh, 15 avril au Trianon. Voilà. D'autres questions, bien évidemment. Vous pouvez l'applaudir encore chaleureusement. Merci. Elle est partie à 100 à l'heure, à 150, et évidemment, elle a accéléré. C'était très poétique et magnifique. Alors, question concernant la culture. On va demander à nos deux invités, puisque vous savez qu'Anne Hidalgo nous a quittés pour partir à Tunis, maintenant d'aborder avec des questions ce versant très important qui est celui de la culture. J'annonçais ces quelques bonnes nouvelles francophones. Elles n'ont pas toujours été bonnes ces derniers temps. À la liste que j'évoquais, Modiano et les autres, c'est évidemment ajouté par exemple le film Timbuktu, qui est à la limite de la culture et des problèmes politiques posés par la défense de la liberté, de la condition féminine face à un monde terroriste quand même très inquiétant. C'est le film d'Abderrahmane Sissako qui a tout raflé au César. Voici ces bonnes nouvelles et nous en parlons ensemble juste avant les questions. Et le César de la meilleure réalisation est attribué à... Abderrahmane Sissako. Il rejoint la liste des cinéastes étrangers récompensés par ce prix. Abderrahmane Sissako est né le 13 octobre 61 en Mauritanie. Je suis le plus jeune académicien qui
ce moment vivant à 60 ans et je suis le premier haïtien, le premier québécois. Avec plus de 52 millions de spectateurs étrangers. Voilà la recette du plus gros succès du cinéma français à l'étranger depuis 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Un casting de stars américaines, Scarlett Johansson, Morgan Freeman. C'est juste incroyable. Ça fait plaisir de voir voilà, qu'on m'a pas oublié, que je suis encore là. Ça fait plaisir. Succès européen pour le roman de Michel Houellebecq, Soumission. Depuis sa sortie le 7 janvier, le livre est en tête des ventes en France, mais aussi en Allemagne. Soumission a été tiré à 250 000 exemplaires dans l'Hexagone. Le prix Nobel de littérature pour l'année 2014 est attribué à la écrivaine française Patrick Modiano. Patrick Modiano, nouveau prix Nobel de littérature. Quand la réalité dépasse la fiction, l'écrivain cherche ses mots. Il y a une espèce de... On ne réalise pas tout à fait. Voilà, je vous rappelle que nous sommes donc, et après tout on peut les applaudir aussi, donc tous ces intellectuels et ces artistes qui nous ont présentés au plan mondial et au plan européen. Il faudrait rappeler aussi Xavier Dolan, car il n'est pas dans la liste, mais qui n'était pas exhaustive, Michaël Jean. Mais c'est bien, c'est bien de donner ces bonnes nouvelles de la francophonie, et de continuer à parler de la francophonie de manière dynamique et positive. C'est vrai qu'à ces Césars, moi j'y étais, et j'étais comblée de voir d'une part tous ces Césars raflés par Abderrahmane Sissako, et également par le jeune Xavier Dolan, avec son film Mommy, mais c'est un garçon absolument génial. Je suis heureuse aussi de voir Dany Laferrière devenir un immortel de l'Académie française. Vous avez vu, Michaël, que ça n'a posé aucun problème, parce que souvenez-vous, par exemple, quand la première femme est arrivée à l'Académie française, il y a eu un barouf terrible, y compris emmené par Claude Lévi-Strauss, qui est quand même le plus grand, enfin qui était à l'époque le plus grand anthropologue du monde, qui était tout à fait hostile à l'entrée des femmes. Là est arrivé donc un Haïtien vivant au Québec et au Canada. Ça n'a posé aucun problème. Personne, ça a changé. C'est ça qui est irréversible. Ce qui est irréversible, et certains le savent et le vivent mal, c'est ce monde où nous avons envie de nous rencontrer, où nous réalisons l'importance de s'adresser à l'autre et de faire avec l'autre et d'être avec l'autre. Alors, vous aurez encore de ces poches de résistance avec ces crispations parfois violentes. Mais violentes pourquoi? Parce que les mots leur échappent et que de toute façon ce monde leur échappe et il n'est pas question de reculer. Donc, moi je trouve que ça nous remplit d'espoir. Il faut trouver les arguments forts. C'est une question que je vous pose à toutes les deux en matière culturelle, et la culture n'est pas très loin de la politique. On sait ce qui se passe en France et dans beaucoup de pays du monde, en Angleterre, etc. Il y a beaucoup de mouvements qui sont à la fois, comment peut-on les qualifier, territoriaux et mélancoliques, pour employer une certaine forme de stratégie d'évitement, et qui sont totalement hostiles à tout ça, au métissage. Mais voilà, cela dit, je crois que ce qui va l'emporter sur ces crispations, et il faut pour cela rester en état de veille, il faut pour cela rester en état de vigilance constant, et en même temps chercher à adresser bien et à agir sur les facteurs de vulnérabilité. C'est notre responsabilité. Mais ce qui est magnifique, c'est de voir ce désir de mobilité exprimé par les jeunes, parce que dans toutes les questions qui ont été posées tout à l'heure, ça bouge, c'est ce désir et ce besoin de s'ouvrir au monde, et par les langues également. Moi, ce que je sens dans le désir que l'on a du français, c'est cette prise de conscience que chaque langue à son répertoire est une fenêtre de plus ouverte sur le monde et une façon de rejoindre des millions de femmes, d'hommes et d'êtres humains sur cette planète. Ce que disait tout à l'heure l'ambassadeur qui représente... Il a disparu, il n'est plus là, tiens. Il a rajeuni. C'est la magie du cinéma. Non, mais ce qu'il disait dans cette francophonie qu'il espère voir plus populaire, et elle est déjà une francophonie de proximité. Si je regarde ce que nous faisons, nous avons des réseaux de jeunes très actifs, des réseaux de femmes
femmes, des réseaux de la société civile, par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie aussi, beaucoup de mobilité étudiante et de mobilité de professeurs. Mais tout ça, c'est la culture. Et la culture et les arts, regardez comme cette langue se chante bien. La culture et les arts sont des armes de construction massive. Pourquoi? Parce que par la culture et par les arts, on parle politique. Les jeunes reviennent beaucoup au pouvoir des mots. Tous ces jeunes qui font en ce moment de la poésie par le hip-hop et le reste, il faut les entendre, il faut les écouter parce que ce qu'ils disent est très très fort et c'est un retour à l'écriture aussi et au pouvoir des mots. Je voudrais que vous découvriez. Peut-être juste quand même de dire que cette jeune fille, mais cette jeune fille tout à l'heure nous disait, il y a des gens qui nous ont ouvert les portes. Et bien c'est ça le rôle, notamment des dispositifs que nous devons mettre en place. C'est comment ouvrir les portes, comment mettre des ponts pour que toutes ces initiatives, tous ces jeunes créateurs puissent effectivement aujourd'hui être davantage connus. Je vais parler avec vous de vos goûts, car il y a toujours en matière justement de culture la guerre des goûts. Voici les trophées francophones du cinéma. Ils ont eu lieu à Dakar. Et récemment, donc, mon éminent confrère Michel Drucker les a présentés depuis le studio Gabriel à Paris. Quelques images, car ces manifestations sont toujours importantes pour défendre la culture francophone. Là, il s'agit de cinéma. Regardez. Voilà, donc c'est la Côte d'Ivoire et Abidjan qui accueilleront qui accueillera la prochaine réunion donc consacrée au cinéma francophone. Tout à l'heure, c'est Alpha Blondy, donc qui est une véritable star en Côte d'Ivoire, qui viendra nous rejoindre. Nous sommes avec Michaël Jean qui s'occupe de la francophonie au plan mondial et Annick Girardin qui s'en occupe au plan gouvernemental en France. Je voudrais qu'on prenne des questions car elles sont nombreuses, donc il faut avancer dans cette émission. Je chausse mes lunettes de vieillard pour annoncer donc mademoiselle Joëlle Hazard. Joëlle, où êtes-vous? Bonjour Joëlle. Bonjour. Bienvenue. Nous parlons maintenant effectivement de la situation des jeunes dans la francophonie et votre question est la bienvenue. Quelle est-elle? Donc ma question, c'est la diplomatie culturelle qui est véhiculée par l'OIF sera-t-elle mise de côté au profit d'une approche plus économique? En d'autres mots, est-ce que c'est possible... Vous venez du Liban, je crois. Du Québec, mais je suis née au Liban. Voilà, d'accord. Libano-québécoise. Tout va bien. Oui, très bien. Donc, est-ce qu'on peut faire cohabiter les deux approches sans en négliger une? On peut faire... Michaël Jean et Annick Girardin. On peut faire cohabiter. Oui, on peut faire cohabiter les deux approches parce que les arts, la culture sont aussi des vecteurs et des leviers économiques. L'industrie culturelle est très importante. On parlait des trophées du cinéma francophone. On peut parler aussi du FESPACO. Au FESPACO, par exemple, sur les 6 des films primés ont été des films soutenus par l'OIF. Le FESPACO, de quoi s'agit-il? Alors, le FESPACO, c'est le festival, le festival Je ne peux pas vous aider. panafricain de Ouaga. De Ouagadougou au Burkina Faso. Ouais. Et ce festival est très très important et c'est un festival que la francophonie, que l'OIF a beaucoup soutenu. Aujourd'hui, on a vu une programmation extraordinaire et 6 des films primés étaient soutenus par l'OIF. Et tout ça pour dire que ce qu'il faut faire, c'est que tous ces atouts que nous avons dans la francophonie est économique, elle est aussi politique, elle est culturelle, il y a cette langue magnifique, participe aussi d'une même chose, c'est-à-dire d'une énergie, de synergie qui peuvent aussi produire de la prospérité. Et ça, c'est important. Donc, ce serait injuste de dire qu'on va mettre de côté la diplomatie culturelle pour maintenant ne parler qu'économie. Ça va ensemble. Tout va ensemble. De la même façon que le politique va aussi avec la prospérité et l'économie. Il faut de la stabilité, il faut de la sécurité pour la prospérité et pour le développement des économies des pays, la croissance des pays. De la même façon, la culture est là aussi pour participer comme un levier important de ces efforts vers la croissance. Question. Annick Girardin va répondre. C'est Christella Adré. Merci, mademoiselle. J'étais ravi. Je vous parle à vous qui venez de poser cette question. Donc, merci 1000 fois.
Christella Adriana, donc il y a 25 ans, qui est étudiante en Master 1 de ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Votre question et Annick Girardin vous répond après, puisqu'on parlait de la Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, question. Donc avec le développement des nouvelles technologies d'information, de communication et des SMS, on a constaté avec le recul, justement, excusez-moi. Français ? Oui, voilà. Un recul au niveau de la maîtrise. Pardonnez-moi, Mickaël, mais j'ai modestement décidé que c'est Annie qui allait répondre à cette question. Mais allez-y, mademoiselle, sans crainte. D'accord. Donc, on a constaté un recul au niveau de la maîtrise ou encore l'utilisation de la langue française. Donc, ma question est la suivante. Comment faire en sorte, justement, pour que ces nouvelles technologies soient un atout pour les jeunes ? Alors, pardonnez-moi, je vais le lire, mais ce n'est pas de la tarte. Non, c'est peut-être pas de la tarte. Non, mais regardez, par exemple, le moteur de recherche. Il y a des pays comme la Corée. Il y a les moteurs de recherche à 50% coréens, 50% qui sont ceux que tout le monde connaît. Ici, c'est 90% Google. Donc on est quand même sous une emprise culturelle. On est sous une emprise culturelle plutôt anglophone. Par exemple, il y a un moteur de recherche français qui s'appelle Quant. Ils ont un mal de chien à s'installer. Mais nous soutenons aussi un certain nombre d'autres initiatives. L'idée, tout à l'heure, on disait ce que représente la langue française, c'est 3% aujourd'hui de gens qui parlent le français dans le monde. C'est 8, nous l'espérons bientôt. C'est quand même important, hein, c'est 8%, ça fera 2 fois les États-Unis, hein, la population des États-Unis. C'est important de le dire pour que chacun puisse visualiser et comprendre de quoi on parle. Je crois que c'est aussi par le soutien que nous pouvons avoir, nous, gouvernement, d'initiatives particulières en la matière qui permettra d'aller plus loin. Les réseaux sociaux, c'est indispensable de pouvoir véhiculer cette langue française à travers les réseaux sociaux. Des moteurs de recherche du gouvernement. Utiliser ces nouvelles technologies pour l'éducation. La France a mis en place un dispositif, un outil qui est la formation de 100 000 professeurs pour l'Afrique, par exemple. On le fait grâce à quoi ? Grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies. On pourra former à distance, on pourra donc avoir des leviers beaucoup plus importants sur le nombre d'enseignants demain qui pourront transmettre cette langue française. C'est à force de transmettre cette langue française, cette passion du français, que le tweet se fera en français, que le tweet se fera en français, que les messages seront davantage en français et que si le milieu économique se met lui aussi à investir sur ce français dans sa formation, à ses propres salariés, mais aussi sur leurs propres produits de consommation, parce que on a souvent appris une deuxième langue tout simplement en lisant chaque matin au petit déjeuner l'inscription derrière une boîte de lait. Hein. Donc aussi, là, sur les tweets, sur les SMS, la battle. Il faut aujourd'hui se dire que le pari il n'est pas perdu et que nous pouvons effectivement le gagner. Après, il y a des mots que nous allons utiliser qui sont des nouveaux mots qui sont amenés grâce effectivement au numérique. Et il ne faut pas non plus être extrémiste. Oui, puis quand on dit tweet, on dit aussi gazouiller, c'est très bien. Alors gazouiller en français aussi, ça c'est important. Et puis d'autre part, la stratégie numérique, elle est fondamentale. Et c'est ce sur quoi aussi nous travaillons d'arrache-pied à la francophonie. Nous venons de lancer notre rapport sur la stratégie économique, la stratégie numérique qui va accompagner l'économique. Et c'est pourquoi ? C'est pour aussi faire en sorte que le français soit bien présent sur la toile. Donc sur Internet. C'est aussi pour permettre à des jeunes entrepreneurs d'en rejoindre d'autres grâce à Internet, donc du monde francophone. C'est aussi pour permettre le démarrage de nouvelles entreprises en français. Donc c'est fondamental. Et j'espère, on a dû fermer nos... Reconnaissons tous ensemble, pour clôturer cette question, que les initiatives que vous présentez l'une et l'autre sont sûrement formidables, mais qu'on est dans une période de domination. Oui, mais c'est pour ça. C'est pas une manière d'abandonner, de se soumettre, comme dirait Houellebecq. Oui, mais c'est pour ça que plutôt que de nous soumettre et de nous tirer dans le pied trop souvent en prenant ce train en marche et ce rouleau compresseur du tout en anglais, c'est à nous aussi d'être plus agressifs, sur la toile, plus agressifs aussi dans notre façon de dire tout ce que nous sommes capables de faire et tout ce que nous accomplissons, nous, du monde francophone. Et ça, le c'est français important. doit accompagner toutes les initiatives. Voilà. Et ces initiatives modernes. C'est une langue moderne. C'est une langue qui évolue avec son temps et qui prendra en compte le numérique. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste que les bases de l'éducation en français, partout dans nos pays francophones, soient davantage renforcées. Attention,
La musique reprend donc ses droits dans cette émission. Nous sommes sur TV5 Monde, vous le savez. C'est une journée qui est la journée internationale de la francophonie, vous le savez aussi. Dites-le Franco, c'est le titre de l'émission, et lui est une véritable star donc dans l'Afrique francophone. Il nous vient de Côte d'Ivoire, nous l'aimons beaucoup, nous le connaissons depuis longtemps, il a un talent fou. Il s'appelle Alpha Blondy, vous pouvez l'applaudir, et la chanson a une résonance particulière puisqu'il s'agit de Crime spirituel avec ses musiciens. Nous sommes en direct de ce salon Germain de la mairie de Paris. Alpha Blondy. Yes, I. Alors nous disons, quelle que soit votre confession religieuse, que vous soyez de confession juive, que vous soyez chrétien ou musulman, nul n'a le droit de tuer son prochain au nom de Dieu. Crime spirituel. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels. Faut pas mêler Allah à vos actes criminels. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels. Allah n'est pas un Dieu terroriste. Mahomet n'est pas un prophète terroriste. Je dis Allah n'est pas un Dieu terroriste. Mahomet n'est pas un prophète terroriste. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Oh, Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Faut pas mêler Allah à vos guerres. Faut pas mêler Mahomet à vos guerres. Faut pas mêler Allah à vos guerres. Faut pas mêler Mahomet à vos guerres. L'amour d'Allah nous unit, c'est ce que disent les écrits. L'amour de Dieu nous fortifie, dans les livres c'est écrit. L'amour d'Allah nous bénit, c'est ce que disent les écrits. L'amour de Dieu nous fortifie, dans les livres c'est écrit. Et Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Oh, Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. And I say, Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Oh, Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Yes, Bonsoir, merci. Ça va, Alpha? Hop, Oui, j'enlève mes ça lunettes. va. On présente les musiciens, c'est normal. Oui, Alors. ils sont nombreux. C'est Jules. Jules. Ou son surnom, c'est Petit Blanc Dangereux. Petit Blanc Dangereux, le voilà, merci. Donc Jules. Puis, Et donc votre choriste Chana. Chana. Voilà. Bonsoir Chana, et merci d'être avec Chana nous. Donc. Cécile. Ok. Cette chanson a été écrite en 2013, Crime spirituel. Elle a Oui. une résonance particulière aujourd'hui.
puisqu'en plein milieu même de cette émission, la maire de Paris est obligée de nous quitter parce qu'elle part pour Tunis. Ok. Est-ce que vous y avez pensé, non pas ce qui s'est passé à Tunis, mais ce qui se passe dans une partie de l'Afrique, justement, avec les islamistes radicaux, quand vous l'avez écrit? Moi, je ne juge Regardons la personne. caméra, là-bas. Moi, je ne juge personne, mais en tant que croyant, je pense que quand on fait de la politique, on fait de la politique. Mais il ne faut pas justifier une vengeance un acte criminel en prenant Dieu comme alibi. Voilà, c'est ce qui me dérange. Ok. Et je respecte l'islam parce que ma grand-mère chérie était une grande musulmane et j'ai fait l'école coranique. Donc on m'a enseigné que Dieu était un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de tolérance, un Dieu de pitié, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Donc je ne comprends pas ce qui anime ces personnes-là. Ok. Donc J'aime bien voilà. le hockey, émission francophone. Oui, bien sûr. À propos, M. Durand. Oui. Vous savez, moi, je suis tombé, je m'appelle Durand, c'est pathétique. Oui, Durand. C'est quand même tellement plus marrant, Alpha Blondy. Alors, nous avons une radio qui s'appelle Alpha Blondy FM, où Alpha Blondy a une émission, il fait le Bernard Pivot. Oui, il lit tous les grands livres des auteurs africains. Mais alors chez vous, donc en Côte d'Ivoire. Abidjan, Voilà. oui, Abidjan. Et vous venez d'où, là, parce que vous êtes arrivé... D'Istanbul. D'Istanbul. Grand voyageur. Et alors, nous faisons le Bernard Pivot. Regardons la caméra. Autrement, on va se faire engueuler par la professionnelle. Nous faisons le Bernard Pivot. On a lu Allah n'est pas obligé. On a lu L'enfant noir Kamaralai. On a lu Ferdinand Oyeno, Une vie de boy. Et puis, on est en train de faire Chinois Achebe, Le monde s'effondre. Et puis, Paolo Coelho qui passe actuellement. Voilà, merci pour lui, Alpha Blondy. Vous pouvez l'applaudir. Et applaudir ses musiciens. Merci. Nous sommes... J'allais dire, putain, si on pouvait présenter des émissions habillées comme lui, ce serait quand même un peu plus marrant, la télévision. Bon, alors, figurez-vous qu'avant que ce programme ne démarre, on a installé de l'autre côté dans la rue, car il commence à y avoir quelques rayons de soleil, un magnifique baobab pour parler évidemment d'un autre sujet qui est important en matière de francophonie, à savoir l'écologie. Nous avons de nombreuses questions qui vont intervenir. Je remets, tiens, aide-moi voilà, à remettre mes lunettes, puisque nous allons commenter quelques images de cette installation du baobab qui sont importantes. Donc, c'est l'OIF qui a choisi un slogan « J'ai à cœur ma planète » et un symbole, donc un baobab stylisé, symbole de l'Afrique. C'est un arbre qui a plusieurs vies et ça s'est passé quelques instants avant le début de cette émission et on va en parler dans un instant avec Michaël Jean qui l'a choisi. Merci Alpha d'être venu nous voir. Merci à vous. Ça nous fait plaisir. Voici le petit blanc dangereux et donc la choriste que l'on remercie tous les deux. Merci. Vous pouvez les applaudir encore une fois. Merci. Première question, Justine Collard, 23 ans, étudiante en licence de droit public. Justine, où êtes-vous? Bonjour Justine. Bonjour. Vous posez votre question à qui vous voulez et la question que vous voulez. D'accord. Alors, donc, ma question, elle est assez simple. Je voulais savoir si, lors de la conférence Paris Climat, vous pensez que les États francophones vont pouvoir défendre une position commune alors qu'ils sont impactés de manière différente par le changement climatique. Réponse, première réponse, Michaël Jean, après Annick Girardin. Merci mille fois de l'avoir posée. C'est important, c'est à la fin de l'année, décembre 2015. Le monde entier sera ici. Alors, Annick Girardin et moi, on a eu l'occasion d'en parler aussi à plusieurs reprises. Il faut s'assurer que lors de ce sommet sur le climat à Paris, que les pays francophones aient la pleine possibilité d'y participer. Et ne se retrouvent pas uniquement avec des accords décidés, signés, sans qu'ils aient pu apporter leur contribution. La francophonie, 80... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est le risque dans ce genre de conférence, c'est que ce soit les Russes, les Chinois, les Américains, les Brésiliens qui dominent le monde, qui fassent des accords, et nous, on se retrouverait, enfin je parle des francophones, un peu à la marge de tout ça. Et surtout, le risque, c'est que ça se passe qu'en anglais. C'est ça.
aussi le grand risque. Et à partir du moment où ça ne se passe qu'en anglais, on retrouve de nombreux pays qui n'ont pas la possibilité de dire ce qu'ils vivent. Or, nous sommes 80 pays sur les 5 continents. Nous sommes des pays à la fois des océans, des terres, des montagnes, des forêts boréales, des forêts tropicales, des pays insulaires, des pays désertiques, des pays aussi polaires. Donc, il est très très important que nous puissions être là pour dire comment ces changements climatiques nous impactent, sont dévastateurs pour nous, ce que nous mettons aussi de l'avant, les solutions auxquelles nous pensons, donc que nous soyons pleinement partie de ces décisions et de cette réflexion. Autrement, ce sera un déficit terrible pour le monde. Ce sera une perte immense que nous n'y soyons pas. Donc, il existe un institut francophone du développement durable, ça fait partie aussi de l'appareillage de l'Organisation internationale de la francophonie. Cet institut est à Québec. Et cet institut a, depuis 1988, pour vocation de créer des outils de décryptage, des outils qui permettent aussi aux pays de participer aux négociations, parce qu'elles vont être rudes, hein, des outils qui permettent aussi aux pays de mieux comprendre les enjeux et d'amener aussi leur point de vue. Question pour Annick Girardin. Donc, c'est une deuxième question sur ce thème de l'écologie qui est posée par Aminata Savané. Bonjour. Bienvenue. Vous avez 24 ans? C'est ça. Voilà, vous venez du même pays qu'Alpha? Oui, la Côte d'Ivoire. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Merci. Question. Alors ma question c'est la suivante. Selon vous, quelle pourrait être la participation justement de la jeunesse francophone dans la lutte contre le changement climatique? Voilà, réponse. Alors, Annick Girardin. D'abord, dire quel est au sein du gouvernement mon rôle. Mon rôle sur cette question de l'organisation de la conférence Paris Climat 2015, c'est, comme les autres ministres, être à l'écoute de tous les pays, mais moi, plus particulièrement, des pays vulnérables que sont essentiellement l'Afrique et les États insulaires. Et en Afrique, on voit bien que c'est beaucoup de pays francophones. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est quand même les pays qui polluent le moins, qui aujourd'hui ont cette difficulté aussi à pouvoir participer à ces débats. Ils polluent le moins et ils sont les plus touchés. Comment on leur fait une place? Et comment on fait une place aux pays francophones? Comment les francophones qui se réunissent régulièrement sur cette question? Donc, quand on dit est-ce que les francophones parleront d'une voix, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils se réunissent, c'est qu'ils en ont la volonté, c'est que la France est à leur côté pour les écouter, pour les épauler. Copenhague a été un échec. Pourquoi? Parce que certains pays ont cru pouvoir décider pour d'autres. Ce n'est pas la position aujourd'hui de la France qui veut et qui souhaite qu'à Paris, chacun ait sa place. Donc la place des francophones, puisque c'est aussi la question, et la place des jeunes francophones. Il faut savoir que la société civile a un grand rôle dans ce qui va se passer à Paris. Regardez par exemple la Chine. La Chine a bougé ses lignes tout simplement parce qu'il y avait un ras-le-bol sur la pollution à Pékin et qu'il était important pour la Chine de commencer à montrer à sa société civile, à sa population qu'elle pouvait bouger. Donc cette jeunesse francophone, il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle ait sa place pour s'exprimer. C'est ce qu'on va faire ici à Paris en faisant une place à la société civile et aux jeunes. Et puis les jeunes francophones peuvent aussi participer lors de cette conférence en venant donner des coups de main, je vais dire, à l'ensemble des pays francophones qui seront sur place. Vous savez, il y a tout ce qui est officiel qui est organisé par les Nations Unies, où il y aura des interprètes, où il y aura des traductions. Et puis il y a tout ce qui n'est pas regroupement officiel, où il n'y a pas normalement et habituellement, je l'ai constaté à Lima, des traductions faites. Donc il faut qu'on ait un groupe de jeunes, et j'espère qu'on le montrera avec l'OIF, voilà, un groupe de jeunes qui soit à disposition des pays francophones les plus vulnérables aujourd'hui, qui sont souvent ceux qui n'ont pas les moyens de venir avec du renfort, pour leur permettre d'assister et de comprendre l'ensemble des débats qui se passeront. Et aujourd'hui, c'était ça, l'appel lancé aujourd'hui autour du Baobab, c'est ça. J'ai à cœur ma planète, c'est s'assurer que les jeunes puissent effectivement exprimer leurs préoccupations, parler de ce qu'ils font aussi, parce que vous posez des gestes, il y a des initiatives qui viennent de la jeunesse et qui sont très innovantes, et faire remonter cette parole de la jeunesse qui est très très abondante, et on le voit déjà, en quelques semaines, plus de 5000 réponses. On ira jusqu'en septembre sur cet appel qui va se poursuivre, et le faire remonter jusqu'aux dirigeants. Parce qu'il faut savoir, quand la pression vient aussi de la société civile, et notamment des jeunes, les dirigeants sont forcés d'écouter. Nous allons écouter maintenant, merci à toutes les deux, de ces réponses enthousiastes. On l'est. Comment? Nous le sommes. Vous auriez dû faire du journalisme, vous. Donc Sophie On a Wenger. d'autres vies derrière. Sophie nous vient de Suisse allemande. Elle chante d'ailleurs en allemand, en anglais et en français, comme ce soir.
Peut-être si vous adorez David Bowie, car on peut être francophone et adorer David Bowie. Vous avez vu Sophie, notamment sur la scène de la Philharmonie, où un certain nombre de titres ont été repris. En tout cas, ce soir, c'est un titre classique de France Gall, écrit par Gainsbourg, qui s'appelle « Laisse tomber les filles ». Et donc, les applaudissements vont directement à Sophie Hunger. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas. Non, je ne pleurerai pas. Je dirais c'est bien fait pour toi. Je dirais ça t'apprendra. Je dirais ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Ça te jouera mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Tu le paieras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser le cœur blessé. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne l'auras pas volé. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Non pour te plaindre, il n'y a personne, il n'y a personne que moi. Sophie Hunger. Bonjour Sophie. Bonjour, je suis monsieur. ravi de cette magnifique chanson. C'est compliqué de réinterpréter, parce que tout à l'heure je parlais de la Philharmonie. Là c'est un titre de Gainsbourg que vous réinterprétez, que vous réinventez. Et pour Bowie c'était un peu la même chose aussi à la Philharmonie. Il faut suivre littéralement ou réinventer en partie? Ouais, il faut trouver un contact avec le morceau, comme si c'est mon morceau, comme si moi je l'ai écrit. Réécrit complètement. Ouais, exact. Vous savez que nous, on adore faire des choses qui ne sont pas prévues. Ça va les exaspérer en régie. Mais après tout, nous sommes dans un espace francophone. Nous défendons la francophonie. Mais on aime bien David Bowie. Vous pouvez pas nous faire un petit Bowie, là, Ouais. histoire de nous détendre? Voilà, je prends votre micro. Alors donc, vous savez que Bowie a chanté des chansons françaises, notamment des chansons de Brel, Amsterdam. Alors, je ne sais pas ce que vous allez chanter, parce que là, c'est totalement improvisé. Je vois nos amis techniciens qui sont ravis. Je pense qu'on met un peu le désordre, un peu le bazar. Mais c'est ça qui est bon aussi, de temps en temps. Autrement, ça ne vaut pas le coup. On prendra une dernière question sur l'écologie. Après, on écoutera Kerry James. Je vous rappelle que vous êtes sur TV5 Monde, que cette émission est liée à la journée donc internationale de la francophonie et qu'elle s'appelle « Dites-le Franco ». Eh bien, pourtant, le fait d'être francophone, ça ne veut pas dire que nous sommes, c'est pour ça que c'est important de chanter aussi quelque chose d'anglais, les ennemis des anglo-saxons dans une bataille qui serait absurde. Un soupçon de Bowie. Faites ce que vous voulez. Hein. Ok, moi je vais juste faire une verse de Bowie, ok? As you wish. I will be king, and you will be queen, and nothing will drive them away. We can be heroes just for one day. We can be us
The shame was on the other side, and we can beat them just for one day. Yeah, we can be heroes just for one day. Thanks a lot. Merci beaucoup. On ira la voir probablement avec toutes nos amies TV5 Monde, peut-être dans les festivals cet été. Je disais, je vous rejoins, là on va me suivre en train de faire de la marche à pied. C'est pas grave du tout, on va prendre une dernière question. Non mais je l'ai fait exprès de bousculer un petit peu l'ordre parce qu'il ne faudrait pas, pardonnez-moi de vous demander à l'une et l'autre de répondre brièvement parce qu'on arrive au terme, qu'on construise ça comme une espèce d'hostilité au monde anglo-saxon. Parce qu'il y a aussi ce danger qui est à nous, Astérix et à mort les autres. C'est absurde, cette affaire-là. Et je pense que c'était important de le dire brièvement l'une et l'autre parce qu'il y a une dernière question. Non, je crois que c'est évident. C'est vraiment pas le propos qu'on a pu tenir les uns les autres. Le français va se développer aux côtés de d'autres, dans des échanges avec d'autres langues, que ce soit l'anglais, que ce soit l'espagnol, que ce soit l'allemand, que ce soit en Afrique avec des langues nationales existantes. Voilà, je crois qu'il faut absolument pas mettre le français sous cloche. C'est pas la question. Question, c'est donc Mickaël qui va y répondre, puisque c'est une alternative, une alternance, c'est normal. Daïda Bouguet-Naya, qui est venue donc nous voir et qui a 27 ans. Bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Vous étiez volontaire de la francophonie, c'est ça? C'est ça. Allez-y, vous venez d'où, Aïda? Je suis française d'origine algéro-marocaine. D'accord. Question. Donc ma question se situe sur le sujet qu'on vient d'évoquer, le climat. Donc sur cette grande conférence internationale qui va se tenir en fin d'année, je me demandais comment l'OIF assiste ses États membres et particulièrement les plus vulnérables afin qu'ils puissent complètement tirer parti de cette rencontre et véritablement faire valoir leurs intérêts face aux géants des pays développés, j'ai envie de dire. Donc, alors, je vais vous dire tout de suite, nous avons des problèmes de timing, comme on dit, en termes de pas télévision. longtemps, Et c'est justement, je l'ai fait exprès. Il faut nous frapper quand on dit des choses comme je ça. vais finir par paranoïer. Voilà. Chaque fois que j'ouvre la bouche, vous m'arrêtez. Pas du tout, parce que je vais mettre mes 5 € dans la petite cagnotte. Tout à fait. D'accord. Alors, je réponds. Voilà. Je trouve que c'est très, très important aussi d'accompagner les pays les plus vulnérables. Je parlais tout à l'heure de l'Institut francophone du développement durable et l'idée, c'est vraiment d'avoir tous les outils possibles pour permettre aux pays de réfléchir sur ces enjeux et de mettre en relief aussi leurs solutions. D'autre part, il y a l'importance de faire en sorte qu'ils puissent participer pleinement et en français, en ce qui concerne la francophonie, à cette grande rencontre sur le climat. Nous avons aussi une concertation ministérielle. Nous allons réunir tous les ministres de l'environnement des pays de la francophonie, donc cela inclut aussi les pays les plus vulnérables, pour leur permettre de bien monter leur stratégie sur, d'une part, dire l'impact dévastateur sur le développement de leur pays dû au changement climatique, sur leurs solutions et prendre pleinement leur place. Et ça, c'est essentiel. Donc, c'est un travail en amont. Et même ce que nous faisons en ce moment avec cet appel lancé aux jeunes, ça participe aussi de cette stratégie, parce qu'il faudra être très, très stratégique. C'est probablement une conférence de la dernière chance. Il ne faut pas rater cette occasion. Et il faut parler aussi de responsabilité. Nous sommes tous pollueurs. C'est ça le problème. Nous sommes tous pollueurs à notre façon, dans la gestion des déchets, dans la façon dont, nous, comme consommateurs aussi, déversons énormément de déchets dans la nature. Il y a des responsabilités qui doivent être partagées et nous devons les prendre tous également, peu importe notre niveau de développement. Mais les plus vulnérables doivent être effectivement accompagnés pour leur permettre de participer pleinement à cette conférence. Peut-être citer quand même des exemples précis. Vous savez, ces grandes conférences à Paris, c'est aussi un agenda des solutions. C'est comment apporter des réponses aux problématiques qui existent. Ouais. Prenons les États insulaires. Ils vont avoir les pieds dans l'eau, ou comme le Vanuatu, malheureusement, qui vient de connaître la plus grosse catastrophe naturelle du Pacifique, si on peut dire naturelle d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, le pourcentage de catastrophes liées au réchauffement
réchauffement climatique, donc à nous et à nos comportements, apportant des réponses spécifiques. La France a proposé un système d'alerte généralisé pour toutes les populations qui peuvent connaître ce risque, mais aussi la question de l'Afrique, avec des réponses qu'il nous faut apporter à la désertification, à la déforestation. Il faut aussi qu'on apporte des réponses à la question de l'énergie, et notamment de l'énergie renouvelable en Afrique. Merci à toutes les deux. Celui que vous allez découvrir maintenant pour clôturer cette émission. D'abord, je voudrais signaler que non seulement vous la voyez sur TV5 Monde, mais vous la reverrez évidemment, ou vous la verrez même tout simplement sur France O. Ça nous fait extraordinairement plaisir avec toute l'équipe de TV5 Monde qui l'a produite, cette émission, pour vous, qui l'a réalisée et qui a installé les décors que nous vivons, donc ici, dans lesquels nous vivons et nous évoluons à la mairie de Paris. Il s'appelle Kerry James et donc il va chanter un titre. Mon cher Kerry, bonjour, qui s'appelle Banlieusard. Bonjour. Vous pouvez l'applaudir. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants. Banlieusard, fier de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants. Ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. D'eux qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. C'est un pour les miens, arabes et noirs pour la plupart, et pour mes babtous, les prolétaires, les banlieusards, le 2. Ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée, parce qu'à ce jour il y a 2 France qui peut le nier. Moi je suis de la 2e France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets, qu'ils retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi, noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Et je m'étonne que mon Afrique, envers elle, aurait une dette. Je suis parti de loin, pied entravé. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, me investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si je t'en parle, la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je suis rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore, je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système, je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, donné perdant, parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos? Eux à l'ENA, nous derrière les barreaux. Eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts. Élus de nos problèmes, mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, violence civière, prison, cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur, mais ça ne peut pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous en ressent, malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la 2e France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on peut lui prendre. Mais je veux pas brûler de voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on le livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine, quoi qu'il advienne, le système nous freine. Et alors,
T'es un lâche ou un soldat? Entreprends et bats-toi. Nous, banlieusards et fiers de l'être, on n'est pas condamnés à l'échec. Diplômés, éclairés ou paumés, en 4x4 entrômés, gentils ou chambés. La banlieue a trop chômé, je sais ce que la France promet. Parfois un crime contre notre avenir que la France commet, c'est pour les discriminés, souvent incriminés. Ces innocents qu'on traite comme de vrais criminels. On a l'image des prédateurs, mais on n'est que des proies, capables, mais coupables, exclus de l'emploi. Si je rugis comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût. Avant de pouvoir la savourer, j'ai pris 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard et fier de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. Au contraire, on est condamné à réussir, franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation, franchement. Où serait-on sans leur sacrifice, comme Mahmoud pour Thaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Ô combien j'admire vos pères, peut-être manutentionnaires, mais fiers. Si on gâche tout, où est le respect? Si on échoue, où est le progrès? Chaque fils d'immigré est en mission, et chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. On peut pas laisser s'évaporer nos rêves en fumée, dans un hall enfumé, à fumer des substances qui brisent nos volontés, anesthésient nos désirs et noient nos capacités. Pourquoi? Parce qu'on vaut mieux que ça. Et rien n'arrête un banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts, et nos sœurs sont belles, immenses, et le talent qu'elles portent en elles. Il n'y a pas de faibles ici, que des hommes et des femmes forts qui lèvent le glaive ici. Banlieusards et fiers de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, je vous le devais, même si je l'ai écrit le cœur serré. Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Hop. Kerry James. Beau texte, il est parti, votre pianiste, il a disparu. Revenez le pianiste là. Il faut saluer. Qui s'appelle Petit Nico. Petit Nico. Bravo, merci à vous. C'est un joli texte, dense, long, mais dans le bon sens du terme. Et c'est une manière d'apostropher les gens. J'ai vu la dame avec le turban, elle a tout enregistré, là, vous vous rendez compte? Et elle avait la tête, elle était envoûtée. Pourquoi vous l'avez écrit? C'est un morceau que j'ai écrit pour motiver un peu les banlieusards et moi-même à continuer le combat, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer. Parce que je ne veux pas qu'on soit dans une mentalité d'assister ou de quémandeur. Voilà. Il y a des choses qu'il faut aller obtenir par soi-même. Il ne faut pas attendre qu'on nous les donne. Mais dites-moi, mon cher Kerry, vous savez que nous faisons une émission qui s'appelle Dites-le Franco avec nos amis. Vous vous appelez Kerry James, vous? Non. Alors, je m'appelle en vérité Alix Mathurin. Mais c'est beaucoup plus joli. Bienvenue Alix Mathurin. Non, mais vous savez, quand j'ai commencé la musique, moi, mon premier disque est sorti quand j'avais 14 ans. Et à l'époque, tout le monde devait prendre un prénom américain. Et donc, je l'ai fait par imitation. Mais même mon père, que j'ai revu il y a peu de temps, me l'a reproché. Voilà, il trouve que Alix Mathurin, c'est beaucoup mieux. Donc vous êtes, je crois que vos parents sont haïtiens. Exactement, oui. Voilà, c'est pour ça peut-être que... Et ils vous ont donné naissance à la Guadeloupe. C'est ça. En fait, j'ai été conçu
en Haïti. Et ensuite, après, j'ai... ensuite... Mettez un peu un petit fond musical. La vie sexuelle des Mathurins en direct de la mairie de Paris. On aura tout vu, oui. Donc vous êtes français, évidemment. Français, voilà. Faites un album avec Alix Mathurin. On va vous soutenir, vous êtes d'accord? Alors, ce sera peut-être le nom du prochain, de l'autobiographie qui sera en octobre. Mais tant mieux, si on vous est ravis. D'accord. Mais je suis non seulement d'accord, mais je vous remercie d'être venu en tout cas. On était ravis. Je vous remercie de m'avoir reçu. De vous accueillir dans cet endroit magnifique. Donc ce salon Gérard de l'Hôtel de Ville. Dites-le Franco, c'est la conclusion de cette émission. Évidemment, je vais m'adresser à mes deux invités dans un instant. En tout cas, on était ravis de vous retrouver de l'autre côté de l'écran, à l'autre bout du monde, évidemment dans la sphère francophone, grâce à TV5 Monde. Cette émission sera aussi évidemment diffusée sur France O et on en est ravis avec tous ceux qui l'ont voulu et qui l'ont souhaité. Merci beaucoup, mon cher Alix. Merci à vous, monsieur le pianiste. Vous pouvez les applaudir encore une fois. Vous, je vous dois 5 €, car j'ai balancé timing. À la fin de l'émission, je vous les donne. Très bien. Et c'est normal. D'ailleurs, j'ai un de vos collaborateurs qui est derrière, que j'ai repéré dans le public. Qui a la petite boîte. Voilà, qui a la petite boîte et qui va le récupérer. Un mot de conclusion à toutes les deux et en vous remerciant. Alors un mot, pour faire suite d'ailleurs à cette interprétation et à ces paroles magnifiques. Vous savez, moi je suis une conseillère de jeunesse et d'éducation populaire, c'est mon métier. Et si je me suis impliquée dans la politique, c'est pour aller plus loin et faire que les jeunes aient davantage de place aujourd'hui dans l'organisation, dans notre organisation ici en France, dans nos institutions, mais aussi que ces jeunes aient la place de penser leur avenir et qu'ils aient tous la même chance dans la vie. Je viens aussi d'un outre-mer et quand on vient de l'outre-mer, c'est jamais facile d'arriver dans l'Hexagone et d'avoir à se battre. Alors moi j'ai envie de dire à chaque jeune, il faut résister, oui, résister et faire sa place. Et l'État, les systèmes, nous devons nous créer les outils qui font que on puisse vous donner davantage de chance, de place et davantage encore à ceux qui sont plus éloignés aujourd'hui de l'éducation, de l'accès à la culture, de l'accès au sport, de l'accès à l'emploi. Je crois que c'est ça le véritable combat et je vais sortir dans quelques jours la politique de jeunesse que j'ai voulu au sein de ce secrétariat d'État en faveur bien sûr du Sud, comme l'a voulu François Hollande pour la France. Michaël Jean, nous terminons avec vous. D'abord, j'ai une petite question indiscrète, parce que je suis curieux, évidemment. La reine d'Angleterre, parce que vous l'avez représentée, vous l'avez rencontrée. Elle vous fascine vraiment, hein? Ah mais pardonnez-moi, mais quels sont ceux ici qui ne sont pas fascinés par... Bon, alors, écoutez, laissez-moi d'abord vous répondre sur ce que je viens de vivre là. Voilà. Magnifique. Parce que vous l'avez beaucoup souhaité qu'ils viennent, Kerry James. Oui. L'histoire qu'elle raconte, je viens de là aussi. Je viens de là parce que nous avons dû fuir Haïti, nous sommes arrivés au Canada, au Québec, et nous avons dû nous reconstruire, renaître à nous-mêmes, vivre avec rien, repartir de zéro. Et ce qu'il dit là, on n'est pas condamné à l'échec. On a beaucoup à apporter, on a beaucoup à offrir. Et je suis profondément émue de ces mots qui expriment vraiment ce désir aussi des jeunes d'être entendus avec cette force qu'ils ont pour exprimer des situations qui sont extrêmement dures, extrêmement troublantes et accablantes. Et ils le font avec tant de grâce et d'art et de talent. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Alix. Merci. Nous étions tous les trois ravis. On va terminer par ces magnifiques mots de Louis Aragon, puisqu'on parlait de chansons chantées par Jean Ferrat. J'espère que ma mémoire ne va pas me trahir. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans quoi qu'un cœur au bois dormant? Qu'une heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi qu'un balbutiement? Voilà, nous étions ravis d'être là. J'étais ravi de vous accueillir toutes les deux. Vous étiez trois tout à l'heure. L'une est à Tunis, c'est l'aventure de la vie. Et c'est celle que nous vivons intensément sur TV5 Monde. Ciao, à bientôt.